Bonsoir à tous, bienvenue dans cet entretien exclusif avec les responsables du FJIS. Entendez, le Fonds gabonais d'investissement stratégique, souvent sujet à d'énormes spéculations liées soit à son fonctionnement ou à ses activités, peu ou pas très connues, c'est selon. Ce soir, nous allons longuement en parler avec vous, Stéphane Badinga Ditengo. Je rappelle que vous êtes l'administrateur, directeur général du FJIS, mais à vos côtés, plusieurs directeurs généraux des filiales de ce fonds souverain vont se succéder pour nous donner toutes les explications en rapport avec son fonctionnement. Moi également, je ne suis pas seul pour co-diriger ce débat. Je suis avec vous, Larissa Lamamengi. Bonsoir. Bonsoir, Robert. Alors, Monsieur Mbadinga Ditengo, on entend tellement parler du FJIS. Est-il né des cendres du Fonds des générations futures? Quel est son fonctionnement et ses missions? Bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez à moi et à mes collaborateurs d'expliquer aux Gabonaises et aux Gabonaises ce qu'est le Fonds d'investissement, le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Alors, pour plus de clarté, et c'est très important, je pense, pour que nos compatriotes comprennent, il est créé par les autorités en 2012, le Fonds souverain de la République gabonaise, qui est en réalité une transformation d'un fonds qui existait auparavant, le Fonds des générations futures, et les autorités adjoignent au Fonds souverain de la République gabonaise, le FGIS, qui devient le mandataire exclusif du Fonds souverain et qui gère le Fonds souverain pour les autorités et pour le gouvernement. Alors, quel est son mode de fonctionnement et son mode d'approvisionnement, naturellement? Bien sûr, le Fonds souverain et le FGIS fonctionnent sous un style privé. La gouvernance est une gouvernance de type privé, avec un conseil d'administration qui oriente et définit la politique générale du Fonds souverain et une direction générale qui est chargée de mettre en musique les orientations du conseil d'administration. Pour tous les décaissements, nous avons aussi une agence comptable qui nous aide dans les décaissements vers des investissements ou vers les 9 filiales sous gestion. Alors, vraiment, je voudrais que vous reveniez quand même sur les fonds de ce fonds souverain. Est-ce que c'est l'État qui injecte de l'argent ou... Enfin, on veut bien comprendre, est-ce que c'est de l'argent frais stocké dans un compte bancaire que vous gérez ou est-ce que... Dites-nous un peu, M. Badinga Ditengo. Selon les textes fondateurs du fonds, le fonds souverain est abondé de deux manières essentiellement. Une portion de la PID-PIH annuelle, à peu près 25%, sont reversés au fonds et les dividendes de toutes les participations que nous avons. Ce sont ces deux sources de financement qui participent à l'abondement du fonds et à son fonctionnement. Larissa, vous avez une question? Oui, une question, Monsieur le Directeur Général. Vous avez à peu près 4 à 5 filiales actives. Comment se passe la collaboration, sinon la gestion de ces filiales? Est-ce qu'elles agissent en toute autonomie ou est-ce que vous assurez le plein contrôle de ces filiales? Comment ça se passe finalement, la collaboration? Merci. En réalité, nous avons 9 filiales sous gestion dans des secteurs différents, que ce soit la construction d'infrastructures énergétiques ou l'aménagement urbain, mais nous avons aussi des filiales dans la finance, le capital investissement, la garantie et même la réassurance. D'ailleurs, on a la chance qu'ils vont nous rejoindre sur ce plateau. Exactement, ils pourront vous expliquer plus en profondeur les activités dont ils ont la charge. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises sont dirigées par des directeurs généraux qui ont les pleins pouvoirs pour diriger les entreprises selon les stratégies qu'ils mettent en œuvre et qui sont adoptées elles-mêmes par leur propre conseil d'administration. Toutefois, en investisseurs actifs, nous avons une collaboration étroite avec les directeurs généraux et nous leur donnons aussi les orientations générales du fonds selon la politique que nous avons définie, mais aussi selon les instructions et les politiques publiques mises en place par les autorités et le gouvernement. Vous avez parlé d'un conseil d'administration, pardon, l'ARESCA. Est-ce que c'est un seul conseil d'administration qui gère toutes les filiales du FJIS ou que chaque filiale a son conseil d'administration? Les filiales sont constituées dans sociétés privées classiques, de type société anonyme. Elles ont donc leur propre conseil d'administration qui agissent avec leur propre directeur général. Nous imaginons bien entendu que vous avez une stratégie commune. Est-ce qu'il n'y a pas souvent
de conflits, de calendrier, en termes de priorité, ou cela se fait en toute cohérence, conformément à la stratégie globale? Nous sommes exactement là dans ce qu'est exactement un fonds souverain, à savoir que le fonds met en place une stratégie globale qui est déclinée dans les entreprises et qui est revue et monitorée par la direction générale du fonds d'investissement, du fonds gabonais d'investissement stratégique. Donc il y a effectivement une cohérence et il y a un alignement entre le fonds souverain et ses filiales. Monsieur le directeur général, si vous permettez encore, vous avez été sujette à une enquête parlementaire il y a quelques mois. Est-ce qu'on peut revenir sur les grandes lignes de cette enquête? Qu'est-ce qu'il en ressort finalement? L'enquête parlementaire a été une bonne chose en réalité pour le fonds gabonais d'investissement stratégique. Nous avons pu mieux comprendre et mieux aligner nos stratégies et nos politiques avec ce que demandait la représentation nationale et ce que demandait le peuple gabonais. Et ça, c'est pour nous quelque chose de très important, puisque nous pensons maintenant agir en alignement avec les autorités et avec le plus grand public. Monsieur le directeur général, on a compris que finalement, vos filiales jouent un grand rôle dans la visibilité de vos actions. Nous allons inviter Monsieur Emmanuel Edan, qui est directeur général de la façade maritime du Champ Triomphal. Monsieur Edan, s'il vous plaît, venez nous rejoindre sur ce plateau. C'est une composante du FGIS, c'est une filiale du FGIS. On va donc voir un tout petit peu l'ampleur des actions du FGIS à travers Monsieur Edan, qui gère, lui, un pas important, puisque l'un des projets les plus importants du FGIS, c'est un peu la baie des Rois, qui était un gros projet. C'est vous qui le gérez. D'abord, faites-nous la présentation de ce projet. Alors, bonsoir. Permettez-moi d'abord de vous présenter FMCT. FMCT est une des 9 filiales du FGIS. FMCT est composé de 20 collaborateurs gabonais qui sont des architectes, des ingénieurs, des financiers, des juristes, des techniciens, et donc qui développent aujourd'hui essentiellement le projet de la baie des Rois. Donc c'est un projet urbain qui se développe sur 40 hectares en plein cœur de Libreville, avec pour objectif de proposer un cadre de vie de qualité et un point d'attractivité pour la capitale librevilloise. Lariska, vous avez une question? La baie des Rois, parlons-en, c'est quand même un projet faramineux et ambitieux qui a englouti plusieurs milliards de nos francs. Et dans le projet, qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'on a eu plutôt à voir un tas de sable pendant plusieurs années plutôt que tous ces immeubles fièrement présentés sur des maquettes? Alors, il est vrai que le projet a mis un peu de temps à démarrer, à se mettre en place, mais toutefois, depuis que le FGIS a été saisi de ce projet en 2016, à part les années Covid, il faut dire que nous avons été en travaux toutes les années. C'est un projet complexe techniquement. Gagner sur la mer, ce n'est pas évident. Vous avez aujourd'hui 2 projets en Afrique qui sont similaires. Donc, on a fait un pari technique qui est audacieux pour un projet emblématique et important. Il a fallu aussi au FGIS à trouver une structuration financière, puisqu'une partie des fonds sont engagés par l'État et le FGIS, mais il nous faut faire appel à la partie privée, aux investissements privés, pour pouvoir développer ce projet. Une des stratégies que nous avons souhaité faire aussi, c'est de pouvoir ouvrir une partie du projet à la population gabonaise pour que d'eux-mêmes ils se rendent compte de l'évolution du projet, parce que derrière la barrière, il n'était toujours pas évident de voir quelles étaient les avancées que le FGIS faisait depuis 2016. Alors, est-ce qu'on peut évaluer l'impact économique et même social une fois le projet terminé? Alors, les impacts sont multiples sur un projet de ce type-là. Le premier, je vais dire, c'est l'investissement, l'emploi pendant les phases de construction. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de chantiers, plus de 800 emplois directs et indirects qui sont générés par ces chantiers, mais on parle de plus de 20 000 emplois à terme qui seront opérés dans les projets d'hôtels, de centres commerciaux, dans les bureaux, dans les logements, dans les restaurants et les différents services qui vont ouvrir sur la baie des Rois. C'est également donc avec l'arrivée de toutes ces entreprises de la fiscalité pour le Gabon. C'est également, comme je le disais tout à l'heure, un lieu de vie culturel, un lieu de vie économique, un lieu de vie sportif. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'événements. Nous travaillons avec beaucoup d'ONG, avec des PME. Aujourd'hui, plus de 50 PME sont installées sur la baie des Rois, sur l'emploi, sur la gestion des déchets, sur la vente de commerce, voilà, sur beaucoup d'activités. Donc, les impacts sont vraiment sur différents pans de la société. Vous avez parlé d'ouvrir finalement la baie des Rois aux Gabonais
pour évaluer l'ampleur de tout ce qui se fait ici, mais il y a beaucoup de plaintes. Les activités coûtent très cher ici à la Baie des Rois. Pourquoi vous voulez ouvrir au Gabonais, mais les activités coûtent très cher? Alors, il faut d'abord dire que la plupart des activités sont gratuites. On accède à la Baie des Rois gratuitement, on y stationne gratuitement. Nous avons une dizaine de terrains sportifs qui sont gratuits, des terrains de basket, des terrains de foot, des terrains de volley, du ping-pong, des aires de jeux pour enfants, du skatepark, du vélo. Donc, la majorité des activités à la Baie des Rois sont gratuites. Ensuite, nous travaillons avec des artisans locaux sur des gammes diversifiées de commerce et surtout en essayant de proposer une gamme de prix de tout niveau, mais de qualité. Donc, nous avons des petites structures, des structures moyennes et des structures un peu plus importantes. Il faut également dire que tous ces commerçants payent un loyer pour pouvoir entretenir le site. Aujourd'hui, vous avez plus de 50 personnes qui entretiennent tous les jours le site, que ce soit sur la sécurité, sur les déchets, sur les équipements électriques, sur le ramassage, le nettoyage des espaces verts. Donc, il faut pouvoir prendre en charge cet équipement. En plus de ce que Monsieur le directeur général du FMCT vient de dire, il faut bien remettre en perspective ce projet. C'est un projet unique en son genre en Afrique. C'est une innovation majeure et c'est une volonté de transformer notre ville pour le futur. Nous parlons aujourd'hui beaucoup d'urbanisme. La Baie des Rois est un exemple innovateur de construction d'urbanisme renouvelé en Afrique et particulièrement au Gabon. Je tiens quand même à souligner que 90 000 personnes se rendent à la Baie des Rois tous les mois. C'est un chiffre considérable, mais c'est aussi l'illustration de ce que les Gabonais s'approprient petit à petit cette zone dont ils savent que c'est une zone du futur. C'est donc une belle perspective économique, 90 personnes en fréquentation par mois. C'est une belle perspective économique. 90 000. La rentabilité, 90 000, vous avez dit. C'est une belle perspective Définitivement, la Baie économique. des Rois est non seulement une baie où les Gabonaises et les Gabonais se rencontrent pour se divertir, pour changer d'air, mais c'est en réalité un pôle économique. C'est une zone d'investissement spéciale, il faut le savoir, et qui a pour but aussi de booster l'activité économique dans la ville de Libreville. En termes d'ambition de rentabilité, vous avez parlé de 90 000 personnes et tout ça, ça nous rapporte combien à peu près dans le... Ce sont des projets dont la rentabilité s'évalue sur plusieurs années. Parce que vous allez avoir ici l'installation d'abord des investissements conséquents, l'installation de plusieurs sièges de sociétés, de plusieurs commerces, de malls, d'une activité économique qui va aller en grandissant dans la baie. Ce sera un véritable pôle économique pour Libreville et pour le Gabon. Je vais revenir quand même sur le directeur général de la FMCT. Le directeur général du FGIS annonçait justement la venue, l'implantation de plusieurs entreprises. Est-ce que vous offrez aussi des espaces? Est-ce que justement il y a cet intérêt porté par les entreprises à s'installer ici? Alors déjà à date, 6 bâtiments sont en construction. Un est terminé, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes. Vous avez des entreprises comme Eramet Comilog qui construisent leur siège actuellement. Orabank va également construire son siège tout à côté. Et puis, comme l'a dit le directeur général du FGIS, il y a un EFESIS depuis quelques jours, quelques semaines. Et avec l'appui des autorités, un certain nombre de projets vont également, d'ici la fin de l'année, voir le jour et accentuer l'attractivité et des offres de services à l'ensemble de la population. Nous avons plaisir à être ici pour tourner cette émission. Monsieur Dan, alors dites-nous, vous avez parlé de 40 000 hectares d'espace gagnés au niveau de la mer. J'espère que je prononce 40 hectares. 40 000 mètres carrés. 40 000 mètres carrés, 40 hectares. Cela a coûté combien à l'État? Alors, faut être totalement transparent sur cette question. Pour la totalité des infrastructures de la Baie des Rois, on parle d'un investissement de 80 milliards. En 2016, avant que le FGS arrive, l'État avait investi 20 milliards, pour pouvoir apporter le sable et gagner les 40 hectares sur la mer. Et puis, le FGS a injecté 15 milliards dans FMCT pour pouvoir, notamment sur la plateforme face à Jeanne Bory, viabiliser ces terrains et pour pouvoir y construire des bâtiments. Vous comprenez que entre les 80 milliards et ce qui a déjà été injecté, il faut du financement. Et dans la stratégie du FGIS, c'est de pouvoir aller chercher des partenaires privés pour venir compléter sans venir surcharger les investissements liés à l'État ou à ceux du FGIS. Donc, ce sont les promoteurs privés qui vont venir avec l'acquisition de foncier
permettre la réalisation de l'ensemble des travaux. Juste une dernière question avant que Clarisse Kano vous pose la sienne. Il reste à peu près combien d'espaces qui ne sont pas encore occupés? Est-ce que les entreprises qui sont peut-être intéressées par la baie des Rois, en dehors de celles qui sont déjà installées, qui ont commencé à y construire leur siège, est-ce que c'est facile d'accéder à un titre foncier ici? Alors, vous l'avez dit, déjà, nous, on cède des titres fonciers dans le cadre des échanges qu'on a avec les différents investisseurs. Aujourd'hui, 6 ont été cédés et une dizaine sont en cours d'être cédés par des différents opérateurs. Il y aura à terme sur la baie des Rois une quarantaine de bâtiments, mais aujourd'hui, une vingtaine de parcelles sont accessibles et viabilisables. Mais on a l'impression que c'est beaucoup plus des entreprises qui viennent s'installer, alors que la maquette initiale présentait beaucoup d'espaces de divertissement, des espaces que nous avons déjà visités, des corniches, des promenades, voilà, qui sont des promenades qui sont plutôt ouvertes au public. Mais est-ce que le projet à terme va ressembler à la maquette initiale? Alors, c'est notre mission que le projet à terme ressemble à la maquette, hein, et il faut vous dire là aussi que sur les 40 hectares, 20 hectares sont occupés par des bâtiments et 20 hectares sont de l'espace public. Donc en fait, vous avez la moitié du projet qui est offert à la population sur des promenades, des pistes cyclables, des zones de jeux, des zones de loisirs, des zones de rencontres, et 20 hectares sont dédiés à de l'investissement pour de la construction immobilière. Alors, Monsieur le Directeur Général, à vous écouter, le coût de l'aménagement de cet espace, ça coûtait quand même une belle petite fortune. Mais pourquoi avoir choisi d'investir sur l'eau plutôt que de choisir un autre site où l'aménagement serait peut-être moins coûteux? Alors, c'est une question intéressante qui peut être soumise à débat dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense que la question la plus simple, c'est qu'aujourd'hui, la question foncière est relativement simple. On a créé des terres artificiellement créées et vous savez que parfois, la recherche de la propriété foncière peut paraître très longue ou l'expropriation des populations peut paraître très difficile. En tout cas, dans ce projet, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous avons des titres fonciers vierges de toute problématique et nous avons également beaucoup plus de facilité à créer une ville nouvelle. Quand vous êtes venu, vous n'avez vu aucun câble en aérien, tout est enterré, tout est prévu à l'avance. Il y a une station de traitement des eaux usées qui est déjà intégrée au quartier. Donc, c'est beaucoup plus facile et moins cher, du coup, de réaliser des équipements dans un environnement comme celui-là que dans un environnement existant. Il vous faut casser, dédommager, reconstruire. Sur le plan touristique, ça a quand même un impact aussi, au bord de l'eau, comme à Dubaï, les îles artificielles. Est-ce que c'est un peu dans cet esprit aussi, projet en Afrique, quelque part? dit. Alors, mais ça, vous l'avez très bien compris, c'est un projet en front de mer qui est une vitrine sur lequel une marina va arriver, des hôtels, des centres commerciaux. Donc, c'est une vitrine et autant le mettre en front de mer. Comme beaucoup de capitales africaines, hein, on en parle, mais vous allez du Maroc à l'Afrique du Sud, toutes les capitales africaines se sont refait une beauté sur leur façade maritime. Merci, Monsieur Dan, d'être venu pour nous présenter ce gros projet que beaucoup ont qualifié, avaient qualifié avant peut-être d'avoir ces explications d'une grande mafia. Hein. Monsieur Stéphane Ditengu, vous qui êtes donc administrateur directeur général du FGIS. Pas particulièrement cette expression. Est-ce que finalement, on peut, pour accompagner le DG Emmanuel Edan, est-ce que finalement on peut dire aujourd'hui que la baie des Rois, c'est l'une des plus grandes réalisations aujourd'hui, hein, à mi-parcours du FGIS? On va accompagner M. Edan. Merci d'être venu. Nous nous projetons vers le futur et nous pensons effectivement que la baie des Rois est un projet qui va catapulter Libreville comme l'une des capitales les plus attractives du continent. Et c'est aussi notre mission de le faire. Et je pense que nous avons effectivement ici un projet dont nous pouvons être fiers. On va également regarder M. Badinga Ditengu, inviter M. Osuka, qui est également gestionnaire de l'une des filiales du FGIS. C'est l'une des activités dans lesquelles vous investissez, notamment l'énergie. M. Philippe Junior Osuka, s'il vous plaît, venez nous rejoindre. Directeur général de Gabon Power Company, une filiale du FGIS qui s'investit dans l'énergie et l'eau. Parlez-nous d'abord de cette filiale. Alors, Gabon Power Company est créé par le Fonds gabonais d'investissement stratégique en 2015, en réalité. Et c'est dans le but d'accompagner les efforts du gouvernement à accélérer les investissements dans le secteur de l'eau et de l'énergie.
Alors vous savez, hein, aujourd'hui, on vit tous le déficit d'investissement qu'il y a dans le secteur de l'eau et de l'énergie, des coupures de courant, des coupures d'eau. Et les besoins sont tellement grands. Aujourd'hui, le ministère de l'Énergie estime à plus de 3 milliards d'euros d'investissement nécessaires au niveau du secteur. Force est de constater que le gouvernement gabonais ne peut pas tout financer. Vous l'avez vu dans les dernières nouvelles, il y a quand même un problème d'endettement au niveau du Gabon. Et c'est pour ça que Gabon Power Company, sa mission, c'est vraiment de pouvoir attirer des investisseurs privés dans le secteur, donc alléger le poids des investissements sur l'État gabonais, afin qu'ensemble, en fait, on puisse développer des projets, les financer, les construire, les exploiter, et ensuite, à la fin de l'exploitation, les rétrocéder à l'État gabonais. Donc, on a un exemple, vraiment, qui est en construction aujourd'hui, le projet de Kingele-Aval, c'est une centrale hydroélectrique de 35 MW qu'on réalise donc dans le monde de cristal avec nos partenaires méridiens. Alors, c'est un projet qui est quand même colossal, 618 milliards d'investissements, milliards de francs CFA d'investissement dans le secteur de l'énergie. Et vous voyez, un projet comme ça, Gabon Power Company a simplement, enfin, on va pas dire seulement, mais la contribution de l'État gabonais à travers Gabon Power Company, c'est 18 milliards, approximativement, un ratio de 10. Donc, c'est ce qu'on veut répéter sur nos autres projets, qu'on a également en portefeuille. Donc, on a d'autres projets de centrales hydroélectriques. C'est à peu près 10% du montant global de l'investissement. C'est ça, exactement. Okay. Et ça permet justement de soulager, en fait, les ressources propres de l'État, qui peuvent être déployées sur des secteurs sociaux, d'autres secteurs stratégiques, parce que, effectivement, le secteur de l'énergie attire beaucoup d'investisseurs. Donc, c'est un projet qui, à l'image des autres projets qu'on a dans notre pipeline, donc on a des projets de centrales hydroélectriques, du Melgine, du Bangui, on a des centrales thermiques également, grand projet de IPPO Vendo qu'on devrait réaliser à côté de la centrale existante à Kournam. On a aussi le projet d'IPP Mayumba. On a une usine de production d'eau potable aussi pour aider justement la SEG à combler le déficit d'eau. Et dernièrement, on vient de signer un partenariat également avec une entreprise pour développer un projet solaire du côté de Makoko. Alors nous, on fait notre part avec l'État gabonais. Naturellement, il y a d'autres promoteurs et puis également d'autres projets aussi que l'État mène directement sur le secteur de l'eau et de l'énergie. Lors du projet IPP Mayumba, nous savons les problèmes que vivent les populations en zone rurale dans l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Alors, sur le plan de l'impact social, que peut-on espérer justement in fine à la fin de ce projet? Alors, IPP Mayumba, comme les autres projets, l'énergie est au cœur du développement économique d'un pays. Sans énergie, difficile d'accueillir des entreprises et espérer développer justement des usines de transformation qui vont employer beaucoup de Gabonais. Alors, IPP Mayumba répond à cela pour la zone sud du Gabon. C'est un projet qui a été initié l'année dernière, en réalité, mais on a signé donc un avenant au MOU qui avait été signé donc entre Perenco, Gabon Power Company et l'État gabonais. Et le but, c'est de valoriser les ressources gazières qui sont existantes dans le sud du Gabon. Vous savez, on a d'énormes ressources gazières disponibles au Gabon. Et aujourd'hui, voilà, force est de constater que il faut pouvoir accélérer le développement du secteur de l'électricité. Donc, IPP Mayumba est un exemple. Alors, voilà, on vient de signer le MOU. Et l'année prochaine, juillet 2025, on devrait pouvoir livrer les premiers mégawatts donc dans la zone sud du Gabon et permettre d'électrifier, en fait, d'apporter vraiment de l'énergie à toute la région sud. Donc il y a une première phase de 8,5 mégawatts, mais ce projet est voué à grossir jusqu'à 50 mégawatts, voire 100 mégawatts, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gaz dans le sud du pays disponible justement pour développer l'économie locale. Alors, c'est quoi la différence entre vous et la SEG finalement? Est-ce que c'est pas un doublon? Il faut même compléter. On n'a pas que vous, on a vous donc GPC, on a la SEG, on a la Société du patrimoine. Vous tous, vous investissez quasiment dans le même secteur. On connaît à peu près le rôle que chacun peut jouer. Est-ce que ce n'est pas un doublon dans tout cela? Alors, il n'y a pas de doublon dans le secteur de l'eau et l'énergie. En réalité, vous savez, on a un seul fil conducteur, c'est celui du plan de développement, donc le plan de développement du secteur de l'énergie. Et chacun, effectivement, joue sa part. La SEG est principalement l'opérateur national qu'on connaît tous. Et c'est en fait notre client pour Gabon Power Company. Nos ouvrages vont livrer de l'électricité et de l'eau à la SEG, que la SEG va prendre pour pouvoir distribuer auprès des populations. Et on parlait, les investissements, c'est des investissements sur du très long terme. Donc c'est des ouvrages avec nos partenaires qu'on va pouvoir exploiter sur plusieurs années, une dizaine, trentaine d'années. Et ensuite, on les transfère à l'État gabonais. Et c'est là où la Société de patrimoine rentre en jeu. Elle va pouvoir récupérer pour le bénéfice de l'État
donc ces ouvrages et continuer les opérations sur les autres années qui s'en suivent. Donc en réalité, tout le monde est complémentaire. Tout le monde ne peut pas tout faire. La SEG ne peut pas tout faire, l'État gabonais ne peut pas tout faire, la Société de patrimoine ne peut pas tout faire. On a des ressources qui sont quand même limitées, que ce soit financières, mais également ressources humaines. Et justement, on essaye, entre nous, en réalité, chaque partie, on essaie de collaborer justement pour que tous les efforts soient mis à la bonne place. Monsieur le directeur général, vous voulez compléter quelque chose, mais avant, je vous pose quand même la question. On sait que le budget du FJ, c'est 300 millions à avoir, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, même si les téléspectateurs vous suivent. Qu'est-ce qui est reversé finalement? Parce qu'on entend que c'est quand même des gros montants, 118 milliards et autres pour les projets. Qu'est-ce qui est reversé finalement à GPC? Merci pour cette question qui est importante parce que le public doit comprendre qu'au travers ces chiffres qui sont quand même considérables, il y a en réalité beaucoup de travail et beaucoup de mobilisation de capital privé. Et c'est ce que nous faisons essentiellement au FGIS. Nous investissons dans des projets stratégiques qui favorisent la croissance et le bien-être des populations tout en mobilisant du capital privé intéressé à ces projets. Et c'est comme ça que nous arrivons à construire et développer des projets qui, de prime abord, pourraient sembler difficilement réalisables au vu des montants, mais en réalité, nous arrivons à attirer des investisseurs nationaux ou internationaux dans nos projets pour pouvoir les réaliser et les réaliser en parallèle de ce que l'État peut faire et les réaliser de manière à ne pas alourdir la dette de l'État. Et il est fondamental et indispensable que le public comprenne que derrière, c'est vraiment un travail de mobilisation du capital dans les projets pour développer le Gabon. Monsieur le directeur général du FJ, peut-être la question sera posée à vous deux, à qui voudra la répondre. Vous investissez encore dans la production de l'énergie, alors que finalement, quand on fait des études au Gabon, on a finalement constaté que c'est le transport de cette énergie qui cause beaucoup de problèmes. Vous investissez là où les autres ont déjà investi. On a beaucoup de mégawatts qui sont en chômage, qui ont du mal à être transportés dans les différents foyers ou plutôt pour alimenter les usines. Mais vous investissez encore dans la production de l'énergie. Est-ce que ce n'est pas un investissement, pour ma part, un tout petit peu comme un flop, alors qu'on a plutôt besoin de vous dans le transport de cette énergie? Alors, c'est vrai que dans le secteur de l'énergie, c'est une grande difficulté auquel on fait place. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont isolés. Selon le plan de développement du secteur de l'énergie, ces réseaux-là devaient être interconnectés aujourd'hui. Et ça devait aider effectivement à réaliser d'autres projets d'infrastructure dans le domaine de la production, comme le projet par exemple de Boué au centre du pays, qui devait pouvoir alimenter pratiquement tout le pays. Alors, je voudrais pas vous contredire, mais effectivement, il y a des grands besoins au niveau du transport, mais il y a également des grands besoins au niveau de la production. Donc, vraiment, les investissements sont nécessaires côté production et transport. Et effectivement, on est en train de travailler également avec l'État gabonais pour voir dans quelle mesure on peut accompagner aussi l'État à développer ses réseaux de transport à travers des financements privés également. Donc, à titre d'exemple, le projet de IPP Mayumba qu'on réalise dans le sud du Gabon, oui, il y a une centrale de production d'électricité, mais il y a également une ligne qui va faire 110 km entre Mayumba et Tchibanga afin de pouvoir évacuer cette énergie justement dans le sud du Gabon. Et surtout que Tchibanga en souffre tellement, chaque 1 heure à peu près une coupure, donc ce sera certainement un projet qui va beaucoup soulager la capitale ninoise. Effectivement, et c'est pas seulement les capitales. Faut comprendre que même dans le sud du Gabon aujourd'hui, on a un tout petit projet dont on n'en parle pas beaucoup. Donc la ligne entre les Bamba et Makongonio, c'est une ligne qui va permettre d'électrifier 2000 foyers. Donc ça, c'est des projets aussi qu'on a à l'intérieur de notre portefeuille de projets. On a également du côté de Kingele Aval tout un projet d'électrification rurale qui accompagne le grand projet d'infrastructure, parce qu'effectivement, il y a les besoins au niveau urbain, mais il y a également des besoins au niveau des populations rurales. Je voulais justement vous poser la question en me disant, mais pourquoi vous investissez toujours au niveau urbain alors que dans les villages, on a également besoin d'énergie? Je me disais, est-ce que vous vous êtes étendu dans ces localités? Alors voilà, on essaye de le faire à travers nos gros projets d'infrastructure. Et vous savez, un projet comme Kingele Aval aujourd'hui, c'est un impact assez important pour les communautés locales. Kingele Aval, c'est à peu près aujourd'hui 460 emplois qui ont été créés sur le chantier, il y a 460 personnes qui travaillent vraiment au quotidien sur le chantier, donc à peu près 330 Gabonais.
Priorité est faite d'ailleurs aux populations locales, mais au-delà de tout, c'est qu'un grand projet d'infrastructure comme celui de Kinguela Aval, il y a plus d'une 50aine de PME aussi qui rayonnent autour de ce projet. Donc, au-delà d'apporter de l'énergie, on va dire à Libreville, on vient à travers ce projet-là créer une économie locale, créer de l'emploi. Et en plus, on a des mesures, donc RSE qui accompagnent ce projet-là, comme l'électrification donc du village de Ambok-Fula. On a donc installé des panneaux solaires, de l'éclairage public solaire. On est en train de raccorder le village donc au réseau électrique. On a réhabilité école, on a renforcé le plateau technique de l'hôpital de Congo. Donc il y a énormément de mesures donc qui sont réalisées au travers de ces projets d'investissement. Tous nos projets en réalité, tous nos projets d'investissement, il y a énormément de mesures qui accompagnent ces projets pour que le plus de Gabonais puissent en bénéficier directement. En dehors des projets que vous venez de citer, est-ce qu'il y a d'autres perspectives dans le domaine de l'énergie au Gabon, en dehors de ce que vous avez cité? Alors oui, voilà, les besoins sont très grands. Donc on regarde aujourd'hui la possibilité de pouvoir donc développer les réseaux électriques avec l'État gabonais. Donc on est en train de réfléchir vraiment à comment attirer les investisseurs privés dans ce secteur-là. Tout le monde aujourd'hui est en train de réfléchir comment développer le grand projet de Boué. C'est plus de 400 MW qui vient vraiment répondre à une demande importante dans le sud, pas dans le sud, dans le centre du pays, où il y a énormément de ressources minières, beaucoup d'industries forestières aussi dans la zone. Il y a des réflexions qui sont en cours aussi. Vous avez parlé de l'énergie qui est disponible mais qu'on n'utilise pas, donc de Grand Poubara aussi, de comment pouvoir transporter cette énergie là où est-ce qu'on en a besoin. Et on réfléchit aussi côté GPC, on s'est adapté également. Des projets ont pris du temps à développer et on s'adapte aussi pour aller développer des projets qui soient plus petits et plus proches de la demande également. Donc le projet IPP Mayumba est un exemple. Donc c'est un projet pilote et on espère qu'à travers ce projet-là, on puisse développer d'autres projets similaires afin de développer des petits centres de production du côté de l'Ambaréné et dans d'autres localités où on a vraiment besoin d'énergie. Je pense que pour le bénéfice du public aussi, il est utile de rappeler que le projet de Kinguela Aval est quand même un PPP unique, puisqu'il est le premier de ce type en Afrique centrale, qui démontre que ce que nous essayons de réaliser au FGIS, c'est parfois d'apporter des solutions innovantes à des problèmes souvent anciens qui pèsent sur notre économie et sur notre bien-être, en mobilisant tout type d'acteurs pour pouvoir rentrer dans nos projets et pouvoir les réaliser. Et il est aussi utile de rappeler que tout ceci se fait sous la direction et en collaboration avec les autorités et le gouvernement. Alors, on va peut-être libérer Monsieur Philippe Junior Osouka, mais quand même une question d'environnement où vous investissez encore dans les questions d'énergie, centrale hydroélectrique, alors que le Gabon est leader. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi sur une stratégie qui épouserait finalement le leadership du Gabon dans la lutte contre le réchauffement climatique et autres? Alors, nos projets sont accompagnés des grands bailleurs de fonds, donc la Société financière internationale, donc une division de la Banque mondiale, on a la Banque africaine de développement qui nous accompagne, et plusieurs autres bailleurs de fonds internationaux. Donc, je peux vous assurer que ces questions-là sont extrêmement critiques. Et c'est d'ailleurs pourquoi les projets prennent énormément de temps à développer, parce qu'on doit réaliser de longues études environnementales pour s'assurer que les projets n'impactent pas durablement l'environnement. Alors, au Gabon, la difficulté que nous avons, d'abord, c'est une difficulté, mais en soi, c'est une grâce. On a de l'eau partout, on a de la forêt partout. Mais effectivement, des projets comme des projets hydroélectriques peuvent être réalisés dans des environnements où, des fois, l'homme n'a pu mettre les pieds. Et ça fait grincer les dents, justement, de certains bailleurs de fonds. Et on les accompagne, ces projets-là. Vraiment, on accompagne ces projets-là pour essayer de trouver des mesures de compensation. On les adapte aussi à l'environnement. Donc, un projet comme Kinguela Aval, par exemple, on a dû réduire sa taille pour être sûr que le réservoir donc ne noie pas une grande superficie. On compense aussi les pertes d'espace sur nos projets. Donc, à titre d'exemple encore, Kinguela Aval, c'est à peu près 800 hectares donc de forêts qui vont être noyés. Et on les compense en créant 2000 hectares d'aires protégées. Donc voilà, c'est des mesures comme ça qu'on met de l'avant pour satisfaire d'abord et avant tout nos critères à nous, du ministère de l'Environnement, mais également les critères, les exigences de nos bailleurs de fonds qui nous accompagnent et également de nos investisseurs aussi, qui sont quand même très regardants à ce que nos projets n'impactent pas durablement l'environnement gabonais. On va continuer avec vous, Monsieur Stéphane Mbadinga d'Itengu. Ça fait 2 filiales qui se sont succédées, d'autres vont arriver.
avant de les inviter, on a l'impression que le FGIS, le Fonds gabonais d'investissement stratégique, ce fonds souverain, embrasse un peu tout. Est-ce que c'est le rôle d'un fonds souverain d'investir dans tout quasiment? Effectivement, lorsque vous regardez les fonds souverains dans le monde et en Afrique en particulier, où il s'en est créé plusieurs sur les dernières années, les fonds souverains peuvent investir dans tout type d'activité tant que, selon les mandats qui leur est accordés par les autorités, ça remplit leur mission. Et effectivement, ils peuvent investir dans des sociétés différentes, ils peuvent investir dans des sociétés qui ont un impact sur la croissance et sur les populations et qui ont aussi au final quand même un rendement, parce qu'il faut que ces investissements soient profitables pour que les fonds continuent de grandir et ultimement accomplissent leur mission de développer de l'épargne pour les générations futures. Alors, puisqu'on parle finalement d'investir dans plusieurs choses qui peuvent effectivement favoriser l'épanouissement des populations, on va donc inviter une autre filiale du FGIS, à savoir Okume Capital. Monsieur Fabrice Assoumou et Sono, s'il vous plaît, vous êtes intimement lié à Monsieur Alban Etoke, directeur général de la Société des garanties du Gabon. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Sur ce plateau. D'abord, peut-être nous expliquer, on entend tellement parler d'Okoumé Capital. Pour certains, ils découvrent aujourd'hui que c'est une filiale du FGIS. Okoumé Capital, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'argent de l'État gabonais? Est-ce que c'est des avoirs? Est-ce que c'est des actions? C'est quoi Okoumé Capital? Alors, Okoumé Capital est avant tout une société de capital investissement. Et je pense qu'il est nécessaire de définir le terme capital investissement. De quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement d'investir dans des sociétés privées, de prendre des participations. Lorsqu'une entreprise se développe, elle a besoin de capitaux, elle a besoin de fonds. Et ces fonds, elle peut les trouver auprès des banques, mais elle peut également les trouver auprès des sociétés de capital investissement. Et le rôle d'Okoumé Capital est justement d'être cet accompagnateur des entreprises, en leur apportant justement l'argent dont elles ont besoin pour se développer. Donc ça peut se faire soit au lancement de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le capital risque, ou ça peut se faire pour une entreprise qui a déjà quelques années d'activité, et c'est ce qu'on appelle généralement le capital développement. Alors, est-ce que vous avez expliqué, j'espère que les téléspectateurs vous ont suivi et ils ont compris. La question, je vais la poser de façon plus précise. Oui. Okoumé Capital, c'est combien dans les banques? Est-ce que vous avez un compte où il y a de l'argent? Puisque finalement, on va arriver sur votre mode d'accompagnement et vous devez accompagner les PME. Est-ce que vous avez de l'argent dans un compte? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. En réalité, on parle d'actifs sous gestion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des fonds que nous avons déployés dans plusieurs entreprises. Mais ces fonds sont utilisés pour permettre aux entreprises de lever des fonds supplémentaires. Ça veut dire que si vous avez de l'argent virtuel, vous n'avez pas de l'argent? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Je prends un exemple. Je crois qu'un exemple va permettre de mieux comprendre. Vous créez une entreprise aujourd'hui et vous avez besoin de 150 millions, par exemple. Donc je vous dis, quelle est la valeur aujourd'hui de votre entreprise? Si votre entreprise vaut 300 millions selon vous, j'injecte, pour faire simple, c'est 150 millions et l'entreprise vaut maintenant 450 millions. Donc, je détiens un tiers de votre capital. Nous pouvons donc aller ensemble à la banque en disant, en plus de cet argent que j'ai investi, l'entreprise est plus solide, elle a plus de moyens, donc elle peut par exemple emprunter 1 milliard de francs. Donc, c'est vraiment ça l'objectif du capital investissement. C'est vous donner les moyens en tant qu'entrepreneur de vous développer et d'avoir accès à plus de financement. J'ai pris des chiffres importants, mais bien entendu, ça peut commencer plus bas. C'est pour ça qu'on parle de capital risque, ça veut simplement dire son entreprise en création. Donc même à des petits montants, nous pouvons tout à fait accompagner les entreprises. Alors, quand vous avez une illustration de comment le Fonds gabonais d'investissement stratégique, au travers d'une de ses filiales, peut participer à mobiliser du capital pour créer du développement. Et c'est réellement, j'insiste depuis avec les autres sociétés, c'est réellement un aspect fondamental du fonds. Nous mettons de l'argent pour booster le fait que nous puissions mobiliser du capital pour appeler d'autres partenaires, que ce soit des bailleurs de fonds, des banques
ou d'autres investisseurs privés pour pouvoir augmenter la croissance et le développement d'une entité, d'un projet, que ce soit des infrastructures énergétiques, que ce soit des infrastructures urbaines, ou encore là, développer les PME et PMI au Gabon. Aliska, vous avez une question? Oui, une question à Monsieur le directeur général de Koumé Capital. Alors, quel type d'entreprise et d'entrepreneurs vous soutenez? Mais aussi, peut-être savoir si vous avez la possibilité d'influencer la création d'une entreprise, sinon le modèle adapté pour une entreprise qui répondrait aux critères d'accompagnement de votre structure. Alors, nous avons une approche généraliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous investissons dans tous les secteurs, porteurs. Mais notre priorité est quand même de chercher des porteurs de projets stratégiques. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends simplement, lorsqu'on regarde le contexte national, nous savons que nous avons un besoin important en termes de production de denrées alimentaires. Donc tout ce qui peut renforcer par exemple la sécurité alimentaire de la nation nous intéresse. Nous avons également des besoins très importants, comme vous le savez, dans la transformation de nos matières premières. Donc tout projet qui vont dans ce sens, qui va dans ce sens, nous intéresse. Donc c'est ce que j'appelle une approche généraliste. Nous regardons surtout est-ce qu'il y a une demande pour les produits que l'entreprise va développer et est-ce que cette création de richesse va profiter à l'ensemble, si je peux dire, de la nation. Et lorsque les résultats ne sont pas escomptés, comment vous faites pour rattraper le coup? Nous investissons dans plusieurs entreprises. Donc l'idée c'est qu'on doit avoir une rentabilité globale. C'est-à-dire que sur 10 entreprises, il est possible qu'effectivement 2 n'aient pas les résultats escomptés. Mais on a l'espoir qu'avec les 8 autres, on aura largement de quoi compenser et utiliser justement les bénéfices de ces investissements pour investir dans d'autres entreprises. Est-ce que dans vos missions, vous avez des missions de conseil? Parce que quelqu'un peut venir vous soumettre un projet dont vous estimez par expérience ne pas être porteur sur la durée. Est-ce que vous avez finalement ces missions d'accompagnement, de conseil et d'orientation? Alors, lorsque j'ai pris mon exemple, je parlais justement d'un investissement dans le capital. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de facto, nous sommes actionnaires. Et si nous sommes actionnaires, ça veut dire que nous participons également à la mise en place de la stratégie et nous sommes activement impliqués dans le développement de l'entreprise. Donc oui, c'est-à-dire le capital investissement, c'est du financement et du conseil pour l'entreprise. Donc c'est de l'accompagnement en fait, l'accompagnement à partir du business Je pense plan. que ce que vous entendez par accompagnement, c'est peut-être les programmes que nous mettons en place. Là, c'est une autre activité. Et en réalité, c'est dans le contexte gabonais, nous avons jugé utile, en plus de l'activité de financement, d'avoir également une activité d'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous trouvons des thèmes. Le thème, ça peut être simplement développer les entreprises dans une filière bois par exemple, ou développer les entreprises innovantes. Et ces programmes permettent justement d'accélérer la croissance de ces entreprises. Alors, on parle vraiment d'accompagnement des PME aujourd'hui. Le Fonds souverain s'investit là-dedans. C'est peut-être pour activer un tout petit peu, booster le plein emploi et l'entrepreneuriat au Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai un projet, mon entreprise, je vais la créer, le capital c'est 5 millions. Est-ce que vous pouvez financer, au Koumé Capital peut commencer à financer un entrepreneur qui a un petit projet de 5 millions? Votre projet de 5 millions, est-ce qu'il rentre dans vos critères d'accompagnement? L'objectif est toujours sur le long terme. Nous avons une activité qu'on appelle, nous injectons du capital qui est patient. Donc si aujourd'hui, le projet a besoin de 5 millions, mais qu'il va rapporter beaucoup plus, oui, nous allons le regarder. Sinon, je pense que nous pourrons vous orienter vers peut-être un incubateur. Donc il y a différentes façons en fait de développer une entreprise. Il ne faut pas faire une fixation sur le capital investissement en pensant que c'est la seule opportunité, mais bien entendu nous pouvons vous conseiller, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de votre projet. Parce que nous on a écouté le président qui a annoncé la création d'une banque de l'entrepreneuriat, il me semble. On entend au Koumé Capital, on dit mais il y a beaucoup de niches qui peuvent nous permettre de financer nos projets aujourd'hui. C'est pour ça que je dis parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas forcément des projets de 150 millions, qui n'ont pas forcément des projets de 200 millions, qui ont peut-être des projets de 7 millions, de 8 millions, de 10 millions maximum, et qui n'ont pas accès à un crédit bancaire. Au Koumé Capital peut-il accompagner ces jeunes qui sont
dans ce genre de petits projets. Ou Okume Capital s'intéresse plus aux gros légumes? Parlons de complémentarité. Hein, vous avez dit, une banque vient d'être créée, n'est-ce pas? Okume Capital existe pour accompagner les projets de petite taille, de taille moyenne. On parle de PME, PMI. Donc, pour nous, le plus important, c'est de voir quelle est la rentabilité de ces fonds. Si vous pensez qu'avec votre projet de 5 millions, vous êtes en mesure d'avoir un retour sur investissement intéressant, oui, nous allons regarder. Mais vous comprenez bien qu'il y a également ce qu'on appelle un effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous mettons 5 millions et qu'ensuite nous devons mettre 5 millions 100 fois, on va manquer de ressources. Vous allez épuiser non, on va manquer de ressources pour accompagner 500. Vous voyez. Donc, l'effet de levier avec 150 millions a plus d'impact. Alors, monsieur le directeur général, excusez-moi, on va aller sur des cas pratiques parce que nous avons en face des Gabonais qui veulent comprendre et qui n'ont pas forcément un certain niveau de compréhension lorsque les explications sont particulièrement techniques, voire chiffrées. Alors, je suis Gabonais et je veux désormais exercer dans le transport en commun. Je n'ai pas de véhicule, j'aimerais avoir un montant de 3, 4, 5 millions pour m'offrir un véhicule adapté à l'exercice de chauffeur de taxi. Est-ce que Okume Capital peut m'accompagner? Okume Capital peut vous accompagner dans le cadre d'un programme. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en place un programme, nous allons voir des partenaires et nous allons voir si des fonds peuvent être mobilisés pour accompagner 10, 20, 30 personnes qui ont le même objectif. Si vous êtes la seule personne, vous comprenez bien, à vouloir investir dans ce projet, je pense qu'il serait injuste de dire on ne va investir que dans un Gabonais. Il est préférable d'avoir un programme avec plusieurs Gabonais qui ont le même objectif, qui sont sur des secteurs porteurs, et nous accompagnons tous ensemble. À partir de quel moment se crée le programme? Lorsqu'il y a plusieurs dossiers de même nature qui se posent, ou est-ce que vous créez le programme et vous faites appel et les personnes qui rentrent dans ce cadre se manifestent? Nous recherchons activement justement des thèmes. Donc nous créons plusieurs programmes, nous discutons avec plusieurs organismes pour voir quels sont les programmes qui peuvent être mis en place. Pour prendre un exemple, l'année dernière, nous avons eu un point avec le PNUD pour les jeunes entrepreneurs, Youth Connect, et donc là, il s'agit de financer une dizaine d'entreprises. Nous continuons nos discussions avec d'autres organismes, et donc dans les mois, les années à venir, nous allons continuer à lancer ce type de programme. Depuis qu'Okume Capital existe, vous avez déjà accompagné à peu près combien de PME au niveau local? Une soixantaine. Une soixantaine. À travers les programmes et les investissements. Et vous avez les résultats de ces entreprises, puisque apparemment vous participez au conseil d'administration, puisque vous y injectez également de l'argent, puisque en suivant votre explication. Selon qu'on investisse dans un programme ou dans une entreprise, les instruments sont différents. C'est-à-dire, lorsqu'on investit dans un programme, on regarde par exemple quel a été l'impact de ce programme sur les entreprises. Et on regarde si le chiffre d'affaires de ces entreprises a augmenté. Et dans le cas d'un de nos programmes, nous avons vu une augmentation effectivement de 10% à peu près. Mais encore une fois, on ne doit pas mesurer l'impact d'un programme sur quelques mois. Il est nécessaire de se projeter sur plusieurs années parce que l'idée, évidemment, n'est pas de créer de la richesse pour 1 an ou 2. L'idée est de créer de la richesse sur le long terme et j'en profite pour rappeler quand même l'importance de l'entreprise dans la société en tant que créatrice d'emplois. Parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais plus important, c'est de voir quel rôle l'entreprise va jouer en tant qu'instrument social. Quel sera l'impact de ces entreprises? Allez-y. Oui, donc nous cherchons les entreprises qui sont également capables de créer des emplois. Vous nous avez dit que vous avez un projet de 5 millions, mais combien de Gabonais allez-vous employer? Et vous avez également l'obligation de regarder quel sera votre impact sur les recettes fiscales. Donc vous avez des obligations que vous devez respecter en tant qu'entrepreneur, obligations sociales également. Donc je pense qu'il ne faut pas limiter la question de l'investissement à, si vous me permettez, l'argent. Il faut également voir quel sera l'impact social de notre activité et je pense que c'est un fait très important. Nous avons invité à côté de vous M. Alban Eto, qui est directeur général de la Société de garantie du Gabon. Vous avez accompagné la Société des garanties du Gabon. D'abord, comment s'est passée votre collaboration avant de donner la parole à M. Alban Eto?
C'est un peu votre success story. Tout à fait. En fait, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a différents moyens d'impacter justement les sociétés. Et puisque le leitmotiv, c'est comment donner accès justement au financement, nous avons vu des modèles de fonds de garantie ailleurs en Afrique, et nous avons pensé que c'était un excellent moyen de faciliter l'accès au financement aux PME-PMI. Je tiens à rajouter que le FGIS crée des synergies et a vraiment une stratégie de financement de l'écosystème, de financement des entreprises au Gabon. Nous sommes partie prenante dans des banques gabonaises de la place. Nous avons des participations et au travers de la gouvernance, nous essayons d'influencer au maximum ces banques, de mettre en place des politiques ou des stratégies qui peuvent augmenter la mise à disposition du capital pour les entreprises. Nous sommes dans du capital investissement où nous souhaitons investir directement dans des entreprises que nous choisissons, qui peuvent avoir de l'impact et qui ont un gros potentiel de croissance. Nous sommes dans la garantie, toujours dans le même objectif, de comment, grâce à des garanties, favoriser encore une fois le capital, la mise à disposition du capital, le financement des PME et PMI. Je vais laisser Monsieur Eto'o vous expliquer plus en avant l'objectif de la SGG. Alors, Monsieur Eto'o, revenir un tout petit peu sur la Société des garanties du Gabon. Merci. Je voudrais d'entrée de jeu rappeler que la Société de garantie du Gabon, c'est bien une société. C'est pas un fonds de garantie. Pourquoi je fais cette différence? C'est que la Société de garantie du Gabon a pour objectif la recherche de la rentabilité. Ça peut être la rentabilité économique et la rentabilité sociale. Donc, il s'agit d'une initiative, autant pour moi, du FGIS, à travers sa filiale Mes Capital, créer ce qu'on appelle un véhicule qui a le label de la commission bancaire, qui a un agrément de la commission bancaire pour accompagner, faciliter le financement de la petite et moyenne entreprise, de la petite et moyenne industrie à travers les missions de garantie. Alors, en son sein, ce que nous faisons, la Société de garantie du Gabon a été créée en 2021 dans le cadre commercial OADA et on a obtenu l'agrément finalement en fin 2022. Donc 2023 a été notre première année d'expérimentation sur le plan, on va dire, sur le plan pratique. Nous avons voulu lancer, en lançant cette société, commencer par un système de garantie de portefeuille qui est une garantie assez, on va dire, sournoise, mais c'est une garantie discrète. Nous avons signé des conventions de garantie avec des banques et des établissements de microfinance parce que le produit SGG se veut inclusif. Autant il y a des petits projets, autant il y a des moyens projets que nous accompagnons dans le cadre de la SGG. Comment nous opérons? C'est ça que je voulais en venir, justement. Alors, nous signons des lignes de garantie avec les banques et les établissements de microfinance. C'est une forme de délégation de pouvoir que nous donnons à ces établissements-là, de façon à ce que, en fait, lorsqu'elles se retrouvent dans une situation où elles ont une PME qui est en passe d'être financée et que derrière la problématique de la garantie se pose, c'est à ce moment-là que ces banques, ces établissements de microfinance utilisent nos lignes. Les couvertures que nous proposons de façon classique, c'est des couvertures à 50% en moyenne. Et pour des thématiques spécifiques comme l'entrepreneuriat féminin, nous pouvons aller au-delà, c'est-à-dire jusqu'à 75% de couverture. Mais également, pour ce qui est de l'entrepreneuriat vert, on va également au-delà de 50% pour se plafonner à 75%. Donc, c'est pour dire que, en fait, dans nos process, nous nous appuyons beaucoup sur la décision de crédit des banques. Alors, une fois que les banques elles sont prêtes à accompagner une PME,
à mettre une PME, à embarquer une PME dans notre garantie, la banque nous envoie un rapport et nous apprécions est-ce que les différents critères qui ont été arrêtés avec la banque ont bel et bien été respectés. Donc voilà un peu de façon concrète comment nous opérons au quotidien. Enfin, pour prendre une image simple, la société gabonaise de garantie, c'est un peu comme une maison de réassurance. Vous avez une assurance et vous payez on va dire, le risque. Expliquez-nous, enfin, c'est à peu près la même chose? Alors, c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce que nous faisons, c'est le risque de contrepartie. Nous prenons le pari sur le risque de non-remboursement du crédit. On dit à la banque, OK, si l'entreprise fait faillite, nous on assure. Si l'entreprise n'arrive plus à rembourser le crédit, nous, on se porte garant pour rembourser en lieu et place de l'entreprise à hauteur du pourcentage de notre couverture. Si c'était une couverture à 50%, on va diviser la poire en deux. La banque prendra les 50 et nous, on va rembourser à hauteur de 50%. Si maintenant, pour une entreprise qui rentre dans les secteurs où nous avons vraiment une forte appétence, comme l'entrepreneuriat féminin, comme tout ce qui est vert, on va aller jusqu'à 75%. Ça veut dire que vous prenez beaucoup de risques quand même, non? Vous savez, il fallait cet instrument-là. Il y a probablement des obstacles que vous rencontrez dans ces prêts? Il fallait cet instrument-là sur le marché, dans l'écosystème des PME, parce que beaucoup de PME souffrent parce qu'elles n'arrivent pas à accéder au marché financier, faute de garantie. C'est la raison pour laquelle les plus hautes autorités de l'État ont pris la décision de créer cette société. C'est la première initiative du genre en Afrique centrale, on va le dire comme ça, ou peut-être en Afrique subsaharienne. Effectivement, au travers notre agrément de la commission bancaire, nous sommes la première société de garantie à avoir cet agrément. Donc, on peut dire que le Gabon est pionnier dans ce secteur. Alors, Monsieur le Directeur Général, vous avez bien fait d'indiquer que le Gabon est pionnier dans ce secteur. Nous sommes pionniers dans pas mal de choses, mais qui finalement, à la longue, ne prospèrent pas. Qu'est-ce qui pourrait justement expliquer qu'on soit pionnier dans une telle structure et que finalement, on n'a pas les résultats escomptés? Ça, c'est ma première question. Mais je vais quand même vous poser aussi un cas pratique. Une PME détenue par un Gabonais qui a bénéficié de votre couverture à hauteur de 50%, on va prendre la moyenne, mais qui finalement décède. Alors, comment ça se passe? C'est vrai, vous nous avez expliqué du côté de la banque que vous allez rembourser à la hauteur de votre couverture, mais les autres 50%, est-ce que c'est supporté par la banque? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui permettra le remboursement de cette partie par la famille du disparu? On a envie de comprendre en cas pratique comment ça peut se passer. Nous avons un système de regarantie qui nous permet de protéger notre capital pour assurer la pérennité de la société de garantie. Lorsque nous émettons une ligne en faveur d'une banque et que plus tard nous sommes appelés, on s'assure que en fait, la ligne que nous avons émise a été réassurée ou regarantie par d'autres fonds de garantie dans la sous-région. Juste pour rappeler qu'aujourd'hui, la Société de garantie du Gabon est déjà membre à part entière de l'association professionnelle des institutions de garantie de l'Afrique. Donc, on travaille avec un panel de sociétés de garantie qui, derrière, lorsqu'on fait face à de gros risques, nous couvre. Alors, c'est quoi le budget finalement de la société de garantie, puisque vous prenez trop de risques? Ça veut dire que vous avez un bon compte garni, il me semble, pour pouvoir couvrir tous ces risques-là. C'est à peu près quoi le budget de... Bon, alors, ce que nous faisons, c'est nous émettons des engagements par signature. Nous ne décaissons pas de l'argent lorsque nous signons des garanties. Ce sont des engagements par signature que nous émettons. Et aujourd'hui, pour être plus concret, sur le marché, on a déjà émis 7,1 milliards de garanties de portefeuille. Et sur les 7,1 milliards, le niveau d'utilisation
est de 80%, dont nous sommes environ à 5,7 milliards en termes d'utilisation. Et grâce à 5,7 milliards d'utilisation, on a pu catalyser déjà 16 milliards de financement dans le secteur bancaire. Quand je dis dans le secteur bancaire, autant auprès de nos 3 banques, nos établissements bancaires partenaires, et également auprès des 2 établissements de microfinance. Alors, sur ça, vous allez me poser la question de savoir, mais combien de PME ont pu bénéficier de ce produit? Aujourd'hui, j'ai les chiffres au 30 juin. Au 30 juin, nous sommes à 145 PME qui ont pu bénéficier de la garantie de la SGG, qui ont constaté des réelles facilités en termes d'octroi de crédit auprès des banques partenaires et des établissements de microfinance partenaires. Merci, Monsieur Alban Eto. Vous êtes donc directeur général de la Société des garanties du Gabon. À vos côtés, Monsieur Fabrice Assoumou Essono, directeur général de Koumé Capital, des filiales du FGIS. Merci d'être venu. Vous restez avec nous puisqu'on va conclure l'émission avec vous. Laleska, vous avez une question avant de conclure? Oui, une dernière question, Monsieur le directeur général du FGIS. Nous avons vu le passage de toutes les filières présentes. Le caractère impact social, notamment les emplois pour les Gabonais, revient très souvent. Est-ce dire que dans votre stratégie globale au FGIS, vous avez intégré cet élément à un certain niveau? Assurément, lorsqu'on parle de création, de favoriser la croissance et favoriser le bien-être des Gabonaises et des Gabonais, l'emploi est au cœur. Dans toutes les activités dont nous avons parlé ici, il y a un lien avec l'emploi. Que ce soit l'énergie où on emploie aujourd'hui sur Kingué-Laval plus de 400 Gabonais sur le chantier à ce stade, que ce soit sur la baie des Rois où nous avons déjà plusieurs centaines d'employés gabonais qui sont là et nous projetons des milliers d'employés au fur et à mesure que la baie se développera, que ce soit lorsque Koumé Capital aide, supporte et booste une société championne au Gabon pour développer son activité, créer de la valeur. Derrière, il y a un lien avec la création d'emplois. Et enfin, lorsque la SGG intervient, elle favorise aussi la création d'emplois. Donc, créer l'emploi est au cœur même de des résultats et de la stratégie de tout ce que nous entreprenons au travers nos diverses filiales. Ça veut dire que c'est important de garder le FGIS, puisque on a beaucoup critiqué le FGIS. Ça donne ces éléments d'explication. C'est un outil économique et c'est un outil dans les politiques publiques économiques de premier ordre. Sachez qu'au Gabon, le fonds souverain, la création du fonds souverain n'est pas quelque chose qui a été faite de manière isolée. Sur le continent, la plupart des pays aujourd'hui disposent d'un fonds souverain. C'est pour vous montrer le caractère utile d'un fonds souverain dans un pays tel que le Gabon. Merci, Monsieur Mbalinga Ditengu, de nous avoir reçus pour cet entretien exclusif avec 4 de vos directeurs généraux des filiales. Nous étions donc là en compagnie des responsables du FGIS dans l'optique d'expliquer un tout petit peu le fonctionnement et les missions de cette entité. D'autres viendront puisque le FGIS compte à peu près 9 filiales. Nous reviendrons certainement dans ces lieux pour discuter probablement avec les autres responsables du FGIS qui ne sont pas avec nous sur ce plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à une prochaine occasion. Passez une bonne soirée.